Bonjour, aujourd'hui donc, je suis avec Nicolas Bonal pour son coup de gueule. C'est le deuxième de cette saison. Nicolas va nous parler de la fascination américaine et le suicide européen. Bien entendu, quand on parle d'Amérique, on parle de l'Amérique Yankee, c'est-à-dire de l'entité américaine, la Nouvelle-Jérusalem pratiquement. Oui, il y a en effet une dimension d'utopie planétaire. Baudrillard, dont je me suis beaucoup inspiré pour écrire un article qui a été publié hier par Réseau International sur ce même thème, Baudrillard dit que c'est l'utopie réalisée. On peut parler aussi, via les multinationales, la technologie, le règne de l'argent, d'une utopie presque gnostique et qui repose sur sa capacité d'illusionner le monde. On a ça chez Armand Matlar, un très intéressant livre dont j'ai déjà parlé, l'histoire de l'utopie planétaire. Et puis on a Hannah Arendt, qui est citée par Baudrillard, qui dit « l'Amérique, c'est le pays qui a réussi la révolution. L'Europe a raté toutes ses révolutions, notamment la française, notamment la russe. » Donc, et les révolutions allemandes, il vaut mieux ne pas en parler. Donc, on est face à un pays qui nous fascine et qui, en ce moment, nous entraîne au suicide. Tout cela, on le sait très bien pour les vaccins, pour les confinements, pour les crises médicales qui ont déjà été décrites par des professionnels. On a le grand recette qui est Made in USA. On a depuis 50 ans, on en a déjà parlé, des films comme Soleil Vert ou Rollerball qui expliquent qu'il y aura un problème énergétique vers 2020. Vers 2020, à chaque fois, ils ne sont pas fous, ces films. Et on a Blade Runner. Tous ces films montrent, je rappelle que justement, j'ai écrit sur tous ces thèmes avec mes livres, notamment sur Ridley Scott. Et on a donc une domination américaine qui est devenue très forte, trop forte. Et aujourd'hui, les hommes politiques y obéissent partout aveuglément, sans aucune discussion. On peut dire que ça date depuis longtemps, c'est vrai, ça date depuis longtemps, mais là, ça devient vraiment dangereux parce que ça commence à nous toucher au but. Là, ça va devenir une catastrophe et on voit que l'Allemagne, la France obéissent, tous les pays obéissent au commandement américain. Alors, on va essayer d'expliquer dans cette émission ce qui se passe par rapport à ça. Je vais commencer par mon cas personnel. Mon cas personnel, c'est que j'ai écrit pas mal de livres sur le cinéma américain. J'ai écrit sur Kubrick. Il faut revoir Docteur Folamour pour ce qui se passe en ce moment avec la Russie. J'ai écrit sur Ridley Scott à propos de Alien, et je rappelle que le message clé d'Alien, c'est « The crew is expendable ». On peut se passer de l'équipage. C'est un peu d'ailleurs le même message qu'il y a dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. On liquide l'équipage humain et on laisse la machine face au monolithe. Là, pareil, on veut laisser l'androïde, le savant dans Alien, face à l'entité extraterrestre. Donc, il y a la même idée de se débarrasser des humains, qui est une idée, une constante, on va dire, dans la science-fiction. Je rappelle que ma femme a publié ce petit livre sur Philippe Cadic et le grand recette. Donc, on le vend sur Amazon, mais si vous ne voulez pas acheter d'Amazon, vous me le demandez. Moi, je vous fais contre un virement, un transfert du livre. Et elle a été publiée en Espagne. C'est sur toute cette théologie de la déglingue, de la dégénérescence, du contrôle, de la stupidité des foules et de la folie des élites que nous vivons en ce moment, qui a été pressenti par Philippe Cadic. Et je rappelle à mes lecteurs, comme toujours, qu'il ne faut pas trop parler de prophétie. C'est un peu idiot, je trouve, de parler de prophétie. C'est faux. Il faut parler d'esprit brillant, capable d'examiner ce qui se passe autour d'eux et ensuite de créer une œuvre de fiction ou un essai analytique là-dessus. Quand on lit Tocqueville, on n'a pas l'impression que Tocqueville joue au prophète. Il voit simplement qu'il y a une tendance lourde. La tendance lourde, c'est l'américanisation du monde. La tendance lourde, c'est la social-démocratisation du monde. La tendance lourde, c'est l'égalité de tous écrasée en tant que troupeau par l'entité étatique. Et là, l'Europe, elle est en train de crever sur commandement américain parce qu'elle obéit en tant que succession de petits États sociaux-démocrates. Ce sont les plus caricaturaux, que ce soit Mélenchon, Macron ou Scholz ou Sanchez en Espagne. Tout le monde est social-démocrate. C'est ce que disait je ne sais plus qui déjà dans les années 40. Il n'y a plus qu'un seul parti socialiste en Europe. Et il disait, il y a le socialisme soviétique, il y a le socialisme nazi, il y a le socialisme américain. Et après la guerre, on a eu une synthèse d'ailleurs qui a été faite par John Burnham qui s'appelait l'ère des managers. Et c'était l'idée qu'on était à peu près partout dirigé par des bureaucrates. Ce matin, sur Courrier des stratèges, il y a eu un très bon article sur la numérisation de la route de la soie et la reconnaissance faciale comme institution globale chinoise. Donc, ce n'est pas qu'il y a un camp du bien et un camp du mal. Il y a essentiellement une nasse
NASA en espagnol, on peut s'amuser avec la NASA américaine, une NAS qui s'est abattue sur la Terre, qui est une NAS étatique et qui est une NAS technocratique. Tout cela trouve sa source essentiellement en Amérique, parce que, comme je l'ai expliqué dans le livre que tu m'as réédité, qui avait fait la une du Monde des livres, Internet, nouvelle loi initiatique, on a un projet technognostique qui est typiquement anglo-saxon, que l'on peut sentir si on sait lire entre les lignes, et même si on sait lire seulement les lignes, parce que je me suis rendu compte au cours de ma carrière que les gens ne lisent rien, c'est la tempête de Shakespeare. C'est-à-dire, on a une grosse tempête, on arrive sur une terre vierge et on refait un monde. Et il se trouve malheureusement que ce monde est totalitaire, mais heureusement, il y en a un qui, théorie de la vaseline aidant, va aider à améliorer tout cela. En fait, depuis le XVIe siècle, on a la progression de l'État, la progression de la technologie, on en a parlé déjà, toi et moi, avec McLuhan, et on a la progression de l'autoritarisme et la soumission du citoyen par l'éducation, comme l'a dit Lévi-Strauss très justement. L'alphabétisation, ça a servi surtout à faire des soldats, ça n'a pas servi à faire des hommes libres, on se gourde de nous. Les profs qui enseignent la littérature aussi ou ça dans les universités, dans les collèges, ne sont pas des hommes libres. Comme dit Makoff sur son site, c'est essentiellement des enseignants du communisme maintenant, enfin au sens polémique du terme, on ne va pas se lancer dans qui est communiste et qui n'est pas. Et ensuite, on a cette création par la technologie américaine qui est arrivée au début des années 2000 et qui a changé le monde, il faut le dire. Et ça, j'en ai parlé justement dans Internet, nouvelle voie initiatique, notamment dans le 4e chapitre qui s'appelait Internet et la face obscure du réseau. Et là, on s'est rendu compte que l'Amérique, avec Amazon, avec Google, avec Microsoft, avec les GAFAM, qu'on n'appelait encore pas les GAFAM, a raisonné totalement nos cerveaux et que les petites résistances anti-américaines qui avaient traditionnellement en France depuis le début du 19e siècle se sont volatilisées. C'est-à-dire, on est devenus marginaux quand on parle de la chose. Il y a dans la fascination qu'exerce sur nous l'Amérique quelque chose que saisit très bien Baudrillard. Il dit c'est un pays réussi, c'est un pays merveilleux, ce n'est surtout pas un pays décadent, ce n'est surtout pas un pays dégénéré. Tout ce qu'on peut dire contre l'Amérique, en fait, se retourne pour elle. Pas contre elle, mais pour elle. Elle se retourne contre celui qui l'accuse. Dans les années 50, il y a Mao qui dit l'Amérique est un tigre de papier. Ben, on attend. Et les indépendantistes de ceci, les tiers-mondistes de cela qui disent ce gros oncle Sam va s'écraser. On attend encore. Alors, on peut toujours dire que dans le cadre de l'unification peut-être de l'Asie à partir de la Chine et de la Russie, qui demande quand même à être démontré de près, il y a une résistance forte à l'Amérique en reprenant l'éternelle thèse de Mackinder, l'Asie, Heartland et le Rimland avec les puissances thalassocratiques anglo-saxonnes. J'en ai marre du sujet parce qu'à force, quand même, surtout à l'époque des réseaux et de la matrice, faire de la géographie, ça me paraît un peu limité. Mais bon, c'est pas grave. On peut dire que ça se limite. En tout cas, l'Amérique, nous, en Europe, nous contrôle totalement. Elle a imposé, comme disait René Girard, son modèle mimétique et nous acceptons tout pour obéir aux Américains, y compris de ne plus vivre avec du gaz, de ne plus vivre avec du charbon, de ne plus vivre avec de l'énergie et nous contenter d'éoliennes. Et de ce point de vue, nous finalement répondons avec 50 ans de retard au message des années 70 de Hollywood et des écologistes américains. Moi, je voyais déjà à cette époque qu'on allait vivre dans un monde sans pétrole, sans rien, etc. Par contre, on est dans un monde qui est possédé par le spectacle américain. Et moi-même, qui suis anti-américain d'un point de vue politique, métapolitique, je suis une caricature du gars qui est possédé par les Américains. On a publié ce livre sur la comédie musicale. Un des axes essentiels de la comédie musicale, c'est le magicien d'Oz, et c'est comment on contrôle les gens par la peur ou par le trucage. C'est exactement ce que font les Américains en ce moment. On a un chapitre de Baum qui n'est pas repris, hélas, dans le film que j'adore, le film de Fleming et des studios MGM. On a un passage extraordinaire où il dit qu'en fait, les gens croient que le monde est vert dans Oz parce qu'on leur a mis des lunettes vertes et qu'on leur défend de les enlever. On va dire que Oz, c'est le mythe fondateur de l'Amérique, c'est celui qui est capable d'hypnotiser celui qui culturellement est comme lui. Donc, c'est très facile d'hypnotiser les Européens, surtout que les bourgeoisies européennes, comme l'expliquait Debord, ont toujours tiré un très grand parti de la puissance américaine, de ces dollars à l'époque de son industrialisation. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la bourgeoisie est très contente de désindustrialiser l'Europe, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas ça qui fait baisser la bourse, elle n'en a rien à foutre de la bourse. Tu verras que quand on crèvera de faim dans les rues, l'indice du CAC 40 sera à 10 ou 20 000. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça ne me fait aucun doute. Tout repose sur l'hypnose. Et puis, on arrive à cette entropie totale
du gars qui obéit sans discuter maintenant les ordres au bout de 20 ans d'informatique intensive appliquée via les smartphones, on en a parlé déjà, et via les télévisions, et notamment ce coup de génie d'avoir créé les chaînes news. Un de mes textes les plus importants, je le rappelle, c'est CNN et la caverne de Platon, c'est-à-dire que l'être humain est obsédé par les nouvelles à toutes les époques. C'est dit par Théophraste au IVe siècle, un disciple d'Aristote. C'est dit par saint Paul dans les Actes des Apôtres. Il arrive à Athènes et les gens se jettent sur lui pour lui demander qu'est-ce qu'il peut raconter de nouveau. C'est dénoncé par Thoreau au XIXe siècle. Déjà, il y a le télégraphe. Et à partir de là, il y a cette espèce de crétinisation électrique ou électronique dont part déjà notre plus grand écrivain de science-fiction qui s'appelle L'Isle-Adam. Dans les contes cruels, les gens se jettent sur les infos. Ma femme, qui aime beaucoup l'écrivain américain Henry, m'en parlait aussi de cet affolement de l'humanité pour les infos. Et après, on se retrouve avec des gens, notamment les petits vieux, qui sont la majorité maintenant du corps électoral, si j'ose dire, et qui soutiennent Macron jusqu'à la mort, ou squad mortem, on va dire, ou quia absurdum, credo quia absurdum et squad mortem, c'est leur nouvelle fois, c'est la télévision. Ils vont jusqu'au bout gober la vérité américaine sur le plan stratégique, sur le plan économique, sur le plan écologique et maintenant sur le plan gastronomique, puisqu'ils veulent nous faire bouffer de la merde, au sens propre du terme, si j'ose dire. Voilà où on en est. Et je vais terminer encore un petit peu sur Baudrillard, parce que Baudrillard, dans son livre « Amérique », a une espèce de vision poétique du désert. Ce matin, je revoyais un film que j'ai toujours beaucoup aimé d'Antonioni qui s'appelle Zabriskie Point, sur deux jeunes qui s'échappent dans le désert pour échapper à la réalité américaine. Et en fait, donc, il y a cette poésie du paysage et tout. Et moi, dans ma maison, c'est assez amusant, j'ai mis à peu près partout des tableaux de l'école de Hudson. C'est l'école des grands paysagistes américains. D'ailleurs, ils venaient en particulier de France. Il y en a un qui s'appelle Durand, un autre qui s'appelle Thomas Cole, qui est un vrai génie. C'est celui qui a peint le fameux tableau sur le crépuscule de l'Empire, l'effondrement de l'Empire en 4 épisodes. Et puis, il y a l'Allemand génial qui s'appelle Bierstadt, qui est le peintre du Yosemite et des grands parcs, des futurs grands parcs nationaux de l'Amérique. On a l'impression que cette hypnose américaine, elle a été totale. Elle est venue par les gratte-ciel, elle est venue par les déserts, elle est venue par les prairies, elle est venue par les Indiens que les Américains ont très bien su recycler à Hollywood, et qu'en fait, on est habité complètement, je parlais de Oz tout à l'heure, on est hypnotisé par cette réalité transcendantale américaine qui est anti-humaine quelque part, on ne s'en rend pas compte, mais qui est essentiellement quelque chose qui s'est attaqué à notre esprit. On a ça chez Tocqueville, je l'ai dit, et je le répète, en démocratie, on laisse le corps et on s'attaque à l'âme. Et en effet, ils ont réussi essentiellement à contrôler notre esprit ou à ramener le Dieu chrétien à quelque chose d'assez démiurgique, il faut bien le dire. Et tout cela a complètement coulé l'Église catholique. McLuhan parle dans son livre sur la galaxie Gutenberg du désespoir de l'Église face à la télévision. L'introduction de la télévision fin années 50, début années 60, et c'est ce qui a causé, dit-il, Vatican II. C'est intéressant de voir que la technologie américaine est réellement capable de faire basculer le monde, de faire basculer les esprits et de nous précipiter vers la catastrophe. Oui. Nicolas, juste pour préciser, trois petites choses. Tu parles souvent de Hollywood. Pour nos nouveaux auditeurs, l'importance de Hollywood est primordiale pour comprendre la domination américaine. Et de deux, je pense que nous, on était déjà anti-américains à l'époque, dans les années 70, mais culturellement, on était déjà dominé par les États-Unis. D'ailleurs, nos habillements, nos références, les ce qui est très important par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que tu peux être complètement américanisé tout en étant anti-américain. Et c'est exactement ça. C'est l'essentiel de ce que dit Baudrillard. Il dit les mecs du tiers-monde peuvent être anti-américains, ils sont complètement anti-américanisés. Moi, je me souviens quand je me suis baladé au sud de l'Asie centrale, Cachemire, Inde, Punjab, quand j'étais jeune, à 25-26 ans, il y avait des portraits de Rambo partout, des images de Rambo. Comment dans le pays, comme au Proche-Orient? C'était avant le film anti-russe qui a été tourné en Israël. C'est-à-dire que déjà, le gars qui lutte contre l'impérialisme ou qui fait de l'islamisme ou qui fait ci ou qui fait ça est déjà complètement possédé par Hollywood. Absolument. Et après, il y a une autre chose, que les résistants d'aujourd'hui se font des illusions. Ils parlent souvent de monde multipolaire. En réalité, on est toujours dans un monde unipolaire. Les Américains dominent, point. Ce matin, on a eu une info. Martourov, le vice-premier ministre russe, demande aux Russes de manger des larves de mouches. La route de la soie numérique, elle a été réexpliquée ce matin par Lalaina, notre amie de
courrier des stratèges. Donc tout ça, c'est un bibendum. On en avait parlé une fois avec un ami. Il y a une espèce de jeu, de grand jeu, mais ça reste un jeu. Moi, je ne crois pas trop à la guerre nucléaire, même si de temps en temps, je m'amuse avec sur le blog parce que j'aime bien faire du catastrophisme. C'est plus spectaculaire. C'est plus hollywoodien, va-t-on dire. Ben oui, parce que s'il n'y a pas un boom qui explose, c'est pas marrant. Mais il est évident qu'il n'y aura pas de guerre. Il y a simplement, comme chez Orwell, 2 ou 3 bureaucraties planétaires qui s'opposent, qui contrôlent encore mieux leur population, notamment en Europe, depuis qu'il y a ce conflit contre la Russie. On a vu que la bureaucratie européenne devient folle, mais surtout elle devient efficace et dangereuse et qu'on va se taper l'euro numérique l'année prochaine. Et que la monnaie numérique, on en parle en Russie, et qu'on parle même, comme disait Vincent Hell, mon ami, de l'or qui sera contrôlé numériquement aussi, hein, parce que ceux qui s'imaginent que l'or permet d'échapper à la réalité technognostique, ils se trompent légèrement. Hein. Il va falloir vivre comme des sauvages si on veut vraiment échapper au système. Et plus personne n'est prêt à vivre comme un sauvage, à part le petit gars Otanto de Les dieux sont tombés sur la tête, et lui, c'était il y a 40 ans. Je voudrais savoir comment il est maintenant, s'il n'est pas dans un EHPAD au fin fond de l'Afrique du Sud. Hein. C'est pas évident d'échapper au système. Donc, le monde multipolaire, ça fait plaisir à certains d'en parler. La réalité de terrain est beaucoup plus dure pour tout le monde, avec le catalogue des horreurs médicales, technocratiques, informatiques, militaristes et télévisuelles qui sont imposées à tous ces pays. Comme a dit Guy Debord, qui lui aussi ne croyait pas du tout à l'opposition Est-Ouest, il a dit le destin du spectacle, c'est-à-dire du monde moderne, en fait, hein, de la démocratie, n'est pas de terminer en despotisme. Alors, le suicide européen. Voilà, le suicide européen a quelque chose de comique. Moi, comme je l'ai dit déjà, je crois que Harari a raison. Je ne lui donne pas raison, je dis qu'il a raison, ce n'est pas la même chose. Harari a dit il y a des mangeurs inutiles, ils le savent, on va leur laver un peu mieux le cerveau, puis ils accepteront de mourir. C'est ce qu'a dit Harari, on a l'enregistrement, je l'ai mis sur le blog. Ce n'est pas tout à fait faux, il y a une espèce de laisser-aller général, les gens se foutent de tout, et que je te vaccine le gosse, et que je te revaccine le gosse, et que, il faut mettre à 18 degrés, on va mettre à 18, et puis on me dira à 16, et puis on me dira à 15. Comme disait Boris Vian, déjà, qui avait vu les horreurs des guerres mondiales et des guerres coloniales, la fameuse chanson « Il casse le monde, il en reste assez pour moi ». Donc, évidemment, maintenant qu'on a le smartphone et que toute la journée, on a le pif dedans à se distraire, à regarder ailleurs, comme disait Pascal, hein, le fameux divertissement, au moins qu'il serve à quelque chose, on a l'impression d'une distraction générale. Et puis, il y a un accord tacite sur le fait que l'Europe, son destin était derrière elle. C'est ce que disait déjà notre amie Valérie dans les années 20, l'Europe, petit cap de l'Asie. On se rend compte que l'Europe n'est pas un petit cap de l'Asie, c'est une petite île de l'archipel anglo-saxon. Et que cet archipel anglo-saxon, avec la reine-mère, avec son fils, avec le Schwab et avec Wall Street, avec Hollywood, a décidé de liquider cette petite île de l'archipel qu'on appelle la communauté européenne, dirigée par les fous de Bruxelles. Là-dessus, on a une attitude suicidaire qui est devenue évidente depuis les années 90, on va dire. Jusque-là, on avait une espèce de construction, bon, pourquoi pas un truc bureaucratique de plus, c'est pas très malin. À partir des années 90, on a vu que ça devenait dangereux, que ça contrôlait tout. À l'époque, il y avait une vraie résistance en France, maintenant il n'y en a plus, où elle est marginalisée à des types comme Asselineau, comme Philippot, qui rassemblent maximum 15 000 personnes dans la rue ou qui font même pas 1% des voix. Je rappelle aussi que Martine Vonner a été explosée quand même aux dernières élections, donc les gens n'ont pas du tout compris pour la dictature. Moi, j'ai arrêté de discuter avec le voisin, avec ci, avec ça. Je suis comme tout le monde. On va sur les sites où on a des gens qui sont de votre avis, et puis ça se limite à ça, parce que la réalité de terrain, elle est vachement dure. Elle est vachement dure. Donc, on a une espèce d'acceptation implicite du suicide qui, évidemment, a été bien préparée. C'est-à-dire que ce matin, je pensais écrire un texte sur comment ils nous ont programmés pour que nous mourions, que nous acceptions l'idée de la mort. Et c'est vrai qu'il y a la fin des ressources, il y a le passé afro-européen, le passé colonial, le passé nazi, le passé fasciste, le passé ceci, le passé cela, le passé raciste. Ensuite, il y a le féminisme. On a complètement oublié les droits de la femme, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est culpabiliser le mâle blanc jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et donc, c'est une guerre contre les garçons, comme disait une journaliste américaine, Hof Sommer, je crois qu'elle s'appelait, qui a publié un livre très bon il y a une vingtaine d'années que je viens de découvrir, donc j'en parle comme ça au lecteur et à l'auditeur. Elle a dit qu'il y a une guerre contre les garçons. En effet, tout cela fait partie du schéma malthusien typiquement anglo-saxon. On fait diminuer la population, donc on a deux manières. Soit on balance une guerre nucléaire, mais on risque d'avoir des retombées pour nous, donc il vaut mieux éviter. Soit on mine les gens, on les complexe,
on les abrutit. C'est exactement ce que dit Tocqueville, hein, là aussi. On les hébète, on les énerve et on les réduit à n'être qu'un petit troupeau industrieux qui accepte que le gouvernement prenne toutes les décisions pour lui. Donc tout ça, c'est un suicide qui est ancien. Moi, je suis très hostile à la République, comme on sait. Ce n'est pas que je sois monarchiste spécialement, mais c'est l'État lourd qui s'installe à partir de 1870. Il est malthusien, il est belliciste, il contrôle tout. Le citoyen, en fait, a moins de droits qu'il le croit. Et je viens de publier un texte que je crois très important, qui est passé sur Courrier des Stratèges et sur Réseau International, qui passera sur d'autres sites, qui s'appelle Jouvenel, Bertrand Jouvenel évidemment, et la démocratie totalitaire. En fait, Jouvenel dit qu'à partir du moment où tu dis que le peuple vote, que le peuple est au pouvoir, tu peux lui imposer ce que tu veux au peuple. Et figure-toi que même Montesquieu le disait. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas des prophètes, ces gars, c'est simplement des observateurs. Et que tu peux cocufier magnifiquement la population si tu lui dis qu'elle est en démocratie, si tu lui dis qu'elle a le droit de vote, comme en ce moment. Il ne faut pas se priver. Donc, le suicide européen est quelque chose d'extrêmement bien préparé, d'extrêmement planifié, d'extrêmement accéléré, mais il ne fait que refléter une longue tendance suicidaire européenne qu'on a vu se produire de plus en plus depuis que l'État moderne, avec son armée, sa conscription, a instauré sa discipline et depuis qu'évidemment la télévision a joué. Donc là-dessus, il y a cette espèce d'agrégat américain qui s'ajoute et ça me faisait penser, j'ai pas lu le passage, c'est dans Sinbad, j'ai toujours aimé ce passage, il arrive sur une île, tu sais que le pauvre, il lui arrive toujours des catastrophes pendant ses voyages, et là il tombe sur un fou qui se met sur son épaule et qui ne veut plus le lâcher. Et le gars l'utilise comme esclave et il ne peut pas s'en débarrasser, Finalement, il arrive à s'en débarrasser parce qu'il arrive à le saouler et ensuite il le fait sortir de son dos, enfin il le fait descendre de son dos, il le tue. Là, malheureusement, ce n'est pas ça qui va se passer hein, avec l'Européen. Il a trop besoin de la télé. Hier, il y avait un texte que j'ai bien aimé de Maïs Matisse. Souvent, je suis en désaccord avec lui, mais sur le fond, je suis en accord. La réalité est une illusion. Tout ce qu'on nous a fait percevoir est faux sur à peu près tous les sujets, scientifiques, religieux, culturels. Ça, je suis d'accord. Après, dans les détails, quand il parle de quelque chose, je ne suis pas d'accord. Mais il parlait, lui, de la fin de l'électricité. Et moi, j'ai écrit un texte sur l'air conditionné et la défaite de René Guénon. Et en fait, c'était l'air conditionné a américanisé le monde et on a liquidé la spiritualité orientale avec ça. Et on a liquidé également ce qui pouvait relever de la poésie de la vie, du charme, du côté rustique. Tout cela a disparu en Asie comme ailleurs avec l'air conditionné. Il dit la même chose avec l'électricité. Miles, il dit avant, on pouvait dormir pendant des heures la nuit, mais pas trop. Donc, on est obligé de vivre une partie du temps dans l'obscurité. Et dans cette obscurité, qu'est-ce qu'on faisait? On méditait. Et il dit la méditation est terminée. Et d'ailleurs, depuis qu'elle est terminée, le cerveau des gens s'est vidé et on les a remplis des merdes de la télé et des médias. Là-dessus, il n'y a eu aucun problème. J'ai trouvé que c'était très, très juste. Ça serait d'ailleurs presque une manière optimiste de dire comment résister à leurs recettes et à tout ça, peut-être arriver à retrouver une vie intérieure là-dessus. Il faudra que les gens disent, Henri Vincenot, il en parle très bien, Vincenot, dans la Bible. Nicolas, c'est amusant. J'en parlais hier avec un copain à propos de l'air conditionné, parce qu'en Sicile et au sud de l'Italie, en été, les gens vivaient sur les balcons. Oui, oui. Et on a noté que les gens ont disparu. Et bien entendu, on n'est pas au nord de l'Europe. Les gens parlent avec les voisins, ils dînaient sur les balcons, ils restaient toute la soirée sur le balcon et toute la nuit. Et même la journée. Et maintenant, à cause de l'air conditionné, ils ont disparu. Oui, ils ont disparu, ils regardent la télé, l'air conditionné, ils sont morts. Et alors, ce qui est marrant, ce que tu viens de dire, c'est que je viens de lire les mémoires de Patton, La guerre comme je l'ai connue, quelque chose comme ça. Et je voulais faire un petit texte qui s'appellerait Le guide du voyage du général Patton. Le début est très sympa de ce livre. En Espagne, en France, en Allemagne, c'est beaucoup moins marrant. Donc, il passe par la Tunisie, mon pays de naissance, il passe par le Maroc, saluons nos auditeurs marocains. Il passe par l'Italie, il passe par la Sicile, comme tu sais, il a conquis la Sicile. Alors, il parle de la Sicile, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et il dit, ce qui est incroyable, ce qui le choque, c'est pas que les gens soient tout le temps dans la rue. Les Siciliens tout le temps dans la rue, ça ne le choque pas. Les Siciliens font la cuisine et mangent dans la rue, ça ne le choque pas. Il dit, mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont mal assis? Il trouve qu'ils ne sont pas confortables du tout. Ils s'assoient sur n'importe quoi. Il dit qu'on ne sent pas de merde, enfin, il dit du mud, de la boue. Ils s'en foutent ou sur le trottoir ou n'importe quoi, mais ils n'ont pas réussi à fabriquer des jolies chaises ou des jolis fauteuils et ça le choque. Mais en effet, les gens avant avaient une culture de la communication en Méditerranée qui a disparu avec l'air conditionné et avec la télévision. Donc, on termine là-dessus. Je pense que le terme américain, aujourd'hui, je voulais déplacer le débat parce que, bon, parler des milieux d'affaires, parler des fonds de pension et de Larry Fink, d'accord,
mais il y a cette espèce de fascination totale pour l'Amérique qui s'est joint à ce crépuscule européen assez dramatique qu'on observe depuis une centaine d'années, ou même plus. Nietzsche en a déjà parlé à la fin du 19e siècle, il n'est pas le seul. Et puis la guerre de 14 l'accélère. Et ensuite, on est déjà dans le monde moderne tel que décrit par Stefan Zweig. J'ai écrit plusieurs textes sur Stefan Zweig, comme on sait. Et là-dessus, on arrive à une situation de catastrophe. Et cette fascination, on va finir sur ça, est en train de s'accentuer à cause du monde digital. Parce qu'avant, dans le temps, Hollywood avait un problème de langue. Il fallait des fois attendre un an pour qu'un film soit traduit ou doublé dans la langue en version locale. Maintenant, avec le nouvel Hollywood qui est Netflix, tout sort en même temps. Tu as tout à fait raison. Moi, je ne connais pas Netflix. J'ai un copain en espagnol à Monaco qui m'a dit qu'il ne pouvait plus parler avec ses enfants parce que ses enfants sont sur TikTok et que les stars TikTok, on ne les connaît pas, nous. Donc, on ne peut pas se parler. Avant, avec mon père, je pouvais parler de police, de Rambo, trois choses. Il en savait pas autant que nous sur le sujet de notre époque, mais ça, c'était normal. Mais maintenant, c'est fini. Il n'y a plus rien de possible. Alors, ils ont créé une unité dans la division, comme disait l'autre. Alors, c'est la parole de la fin. Je rappelle à nos auditeurs, bien entendu, je te remercie d'abord. Puis je rappelle à nos auditeurs de s'abonner pour nous aider, de nous envoyer des dons, d'acheter les livres, bien entendu. Le dernier livre de Tatiana, c'est sur le grand poète ukrainien Shevchenko, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi les Ukrainiens sont une nation et pourquoi ils se battent contre les Russes. Tatiana l'explique beaucoup mieux que tous nos théoriciens. Et c'est dommage que Poutine non plus n'ait pas compris ça. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie hostilité radicale entre Ukrainiens et Russes et qu'elle date de plusieurs siècles. Donc ça allait péter un jour. Et si en plus l'OTAN les arme derrière, si désarmé et si nul que soit l'OTAN, parce que comme on sait tous, l'OTAN n'existe plus, ou est brain dead et tout ça, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Mais ça, c'est un autre problème. Voilà, alors à la prochaine émission. Merci et au revoir.